à tous. On remercie l'ASFAR de nous avoir invités à faire cette présentation sur l'insuffisance rénale et puis surtout sa prise en charge et comment on fait quand ça ne se passe pas bien. Donc on va faire ça ensemble avec Olivier. Et puis l'idée c'est de faire quelque chose d'assez interactif. Donc c'est des cas cliniques avec des questions. Puis vous pouvez voter. Donc dès qu'il y aura le QR code qui apparaîtra, vous pourrez scanner avec votre téléphone. Et puis ainsi pouvoir participer en répondant aux questions. Donc on commence directement avec une garde auquel vous êtes appelé auprès de Madame H, qui est sortie du bloc ce matin. C'est une greffe bipulmonaire qui a été transfusée massivement en péropératoire. Elle a pris 20% de poids en péropératoire et l'évolution initiale s'est marquée par une acidose sévère avec une insuffisance rénale aiguë. Il y a une dysfonction primaire du greffon et le P sur F initial est à 100 mm de mercure, la noradrénaline elle est à faible dose. Vous décidez de débuter une épuration extra-rénale devant ce contexte d'insuffisance rénale aiguë avec acidose sévère. Alors voilà, c'est maintenant qu'il faut scanner le QR code. Et puis il faut identifier vous avec l'identifiant 243. Tout le monde a pu scanner. Ok. Alors, quel examen semble le plus intéressant avant de décider d'une épuration extra-rénale? Un ionogramme sanguin, une gazométrie, un ionogramme urinaire, une imagerie rénale, une protéinurie des 24 heures. Alors, je vous laisse voter. Alors, vous serez 13 à voter aujourd'hui. Tout le monde ne s'est pas inscrit. Il y en a qui peuvent voter. Il y en a qui ont eu peur. Ok, super. Et donc, on va aller... Alors, ok. Donc, la bonne réponse, c'était une imagerie rénale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on imaginait qu'il y avait déjà une indication d'épuration extra-rénale, puisqu'on avait dit qu'il y avait une acidose sévère, donc un pH, par exemple, inférieur à 7,10, dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë. Donc, on avait déjà l'indication d'épuration extra-rénale. Donc là, à la limite, on allait chercher quelque chose qui allait nous empêcher de faire cette épuration extra-rénale. Et typiquement, si on était tombé sur un globe vésical, on aurait peut-être essayé de tenter de sonder le patient. Alors vous allez me dire, oui, mais il est sûrement sondé, mais parfois on a des globes sur sonde. Donc en tout cas, essayer de vérifier qu'il n'y ait pas une cause obstructive à cette insuffisance rénale qui changerait totalement la prise en charge thérapeutique. C'est intéressant l'ionogramme sanguin. Vous avez mis l'ionogramme sanguin parce que vous cherchiez quoi, à savoir différencier une insuffisance rénale dite fonctionnelle d'une insuffisance rénale organique, je suppose, en cherchant la fraction excrétée de sodium. Peut-être. Bon, après, c'est quand on a une insuffisance rénale aiguë comme ça, probablement oligo-anurique, il y a peu de chances là qu'on ait des indicateurs fiables avec le ionogramme urinaire. Donc, bon. À la fois, personne n'a mis ionogramme urinaire, ils ont mis plutôt ionogramme sanguin. Ah non, sanguin, pardon, je croyais que c'était urinaire. Ou alors l'ionogramme sanguin, oui. Pour la kaliémie. Bof. Ok. Donc, vous en profitez, donc, comme vous êtes féru d'échographie, finalement, vous faites l'échographie rénale et vous en profitez pour réaliser une échographie rénale hépatique. Voilà les éléments que vous retrouvez. Donc là, c'est un truc un peu à la mode. Là, j'ai vu plusieurs sessions, on en parlait. C'est l'évaluation de la congestion veineuse. En fait, vous pouvez essayer d'évaluer le caractère congestif de votre secteur veineux par l'appréciation du Doppler. Donc là, c'est ici sur... Vous voyez ma flèche? Ouais, super. Ici, vous voyez, en fait, c'est au niveau hépatique. On voit la veine porte et l'artère hépatique là, qui sont l'une à côté de l'autre, avec le flux portal qui normalement est continu. Et quand les patients sont congestifs, il devient comme ça très pulsatile, avec ici même, il y a même un reverse flow. Ça correspond souvent à un flux au niveau rénal, où ici vous avez le flux artériel qui est bien connu, qui est assez résistif. Et ici, le flux veineux qu'on peut faire apparaître, notamment en diminuant le rejet basse vélocité, vous allez faire apparaître donc, ce flux-là qui est monophasique diastolique, qui est en faveur de pression élevée, qui donc vous argumente pour une congestion. Tu peux peut-être remettre le... Ah ben voilà, vous avez en dessous pour pouvoir voter, pour ceux qui viennent d'arriver. Avec le QR code Non, mais tu as... Si tu avances là... Tac. En dessous, il n'y a pas le QR code, mais vous pouvez aller... Ah oui, vous pouvez aller sur Internet à l'adresse caforvote.com et c'est le 243. Alors, maintenant, il va falloir essayer de trouver parmi les questions suivantes. L'indice de résistivité artérielle rénale signe une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'échographie rénale n'a aucun intérêt pronostique ou étiologique.
La pulsatilité veineuse rénale et portale marque la congestion veineuse et le mauvais pronostic rénal. Un lever de jambe passif positif permet de prédire la baisse du débit lors d'une épuration extra-rénale continue avec déplétion. Alors, je vous laisse voter. Waouh, vous êtes très fort. Donc c'est bien la bonne réponse. Ah mince, excusez-moi. Donc là, effectivement, la pulsatilité veineuse rénale et portale marque la congestion veineuse et le pronostic rénal. Pour la question, le lever de jambe passif, nous c'est une question, on s'était vraiment intéressé à cette question dans notre centre. On avait fait une étude avec près de 69 patients et on avait essayé de voir si l'hémoconcentration ou le fait d'être précharge dépendant avant une période de déplétion assez intense, on avait fait 500 ml en 1 heure, permettait de prédire la baisse du débit cardiaque pendant l'épuration rénale avec perte de poids. Et en fait, vous voyez les AUC-ROC qui étaient à 0,47 et 0,57, c'était très mauvais. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est des périodes où les patients, ils ont une stimulation adrénergique qui varie parce qu'ils sont assez réveillés, donc ils vont avoir des réponses à l'hypovolémie qui peuvent passer par une stimulation adrénergique qui leur fait changer de courbe de Frank-Starling, donc le modèle d'une courbe de Frank-Starling unique où si on est précharge dépendant avant puis qu'on nous déplète, on baisse notre débit, ça ne marche pas très bien. Et ça continue à nous intéresser. Alors je fais un peu d'autres notions. Nous, on a lancé un PHRC qu'on vient d'obtenir qui s'appelle Early Dry. On va essayer c'est la question de la stratégie de déplétion en épuration extra-rénale. Vous voyez ici, en fait, les patients pendant la période initiale, souvent ils prennent du poids, ils prennent des œdèmes principalement interstitiels. Et puis après, quand on met l'épuration extra-rénale, soit on continue à avoir un shift de poids où les patients vont continuer à prendre du poids parce qu'on n'a pas de stratégie particulière pour faire perdre du poids. Soit on va essayer de au moins arrêter les dégâts en mettant les pertes qui sont égales à ce qu'on apporte. C'est ce qu'on retrouve, là j'ai mis les exemples dans la Barbar Study, on voit qu'il y a une dérive du poids, mais par contre dans l'étude de Bellomo, à chaque fois c'est des études sur par exemple la dose de dialyse ou la précocité d'épuration extra-rénale, on voit qu'eux ils arrivent à stabiliser, donc on voit qu'il y a différentes pratiques qui sont faites, et nous l'idée c'est de faire un bras interventionnel où on essaierait de faire perdre du poids précocement en mettant de l'UF net assez précocement sur des paramètres de perfusion tissulaire, parce qu'en gros actuellement on ne sait pas trop comment guider la perte de poids. On sait que c'est pas bon d'avoir un excès d'œdème, mais on ne sait pas comment guider et si ça serait vraiment bénéfique. Ouais, alors c'est effectivement compliqué de guider la perte patient. À l'heure actuelle, il y a très peu de trucs dans la littérature. Il y a même des études contradictoires entre ceux qui font une perte importante et c'est pas bon pour la mortalité, ceux qui font une perte pas assez, c'est pas bon non plus. Bon, il y a pas grand-chose. Après, il y a l'impédance métrique qui est utilisée de temps en temps là, pour essayer de savoir les volumes du patient intra-extracellulaire, essayer de prédire si on peut augmenter ou pas la déplétion. Et globalement, ce qui est dit, c'est de titrer la déplétion sur l'hémodynamique, effectivement. Mais comme souvent, on est en désescalade, on n'a plus trop de monitorage hémodynamique important avec, par exemple, volume d'éjection systolique. Bon, donc c'est compliqué. Donc là, peut-être qu'effectivement, on aura plus de réponses sur les possibilités de déplétion. Dans 5 ans ou dans 10 ans. Hein, dans 5 ans ou dans 10 ans. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde les études de cohorte, souvent on a l'impression que quand il y a trop peu de perte de poids, donc inférieur à 1 ml/kg/heure ou supérieur à 2-3 ml/kg/heure en effectif, souvent c'est associé à une surmortalité. Donc c'est des études de cohorte, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça permet de savoir, voilà, globalement quand on est entre 1 et 2, ça a l'air d'être le plus safe. Donc là, c'était juste pour vous illustrer l'histoire du Doppler veineux. C'est une équipe de Montréal où ils avaient montré qu'en post-op de chirurgie cardiaque, le fait d'avoir une insuffisance rénale et ce genre de profil, donc soit en fait, ils n'avaient pas d'insuffisance rénale initiale, mais ceux qui avaient ce genre de profil avec très peu congestif, donc avec un flux qui est continu au niveau veineux, ils avaient un meilleur pronostic rénal que ceux qui avaient un flux biphasique ou ici monophasique diastolique. Et ça marchait aussi pour le Doppler portal. Ceux qui avaient un flux continu au niveau du Doppler portal, ils avaient un meilleur pronostic que ceux qui avaient un flux pulsatile sur le plan de l'évolution rénale. Ça, c'est une façon un peu old school de voir la dysfonction diastolique VD, où vous mettez une Swan-Ganz avec un port dans le ventricule droit, et là, vous voyez qu'il y a comme un deep plateau, où il y a une augmentation assez importante de la pression pendant la diastole, qui est précoce, puis après, il y a comme un plateau. Normalement, une diastole normale, ça monte de très doucement la pression dans le VD.
de l'ordre de 2-3 mm de mercure pendant la diastole, alors que là on voit qu'il y a des montées qui sont majeures de l'ordre de 10-15 mm de mercure. Alors, vous faites préparer une machine d'hémofiltration avec anticoagulation régionale au citrate. Vous mettez ça comme réglage, donc une membrane ST150, un débit 100 à 220 ml/min, prédilution au prismocitrate, injection Foxylium à 2 litres heure et une compensation de calcium à 100%. Et puis, l'infirmière vous montre sur l'écran, connecter la ligne Lise-Réver à la poche réinjection 2 avec 1,25 mmol de calcium, suspendre la poche sur le peson vert. Donc c'est ce qui est écrit. Et alors, elle vous montre ça. Et là, qu'est-ce que vous lui préconisez de faire? D'ajouter 6,25 mmol de calcium, d'ajouter 1,25 mmol de calcium. Vous mettez le Foxylium et du calcium. Vous mettez du Prismasol 2 ou il n'y a pas de bonne réponse. Je vous laisse voter. Ça, c'est une question pour Olivier. Vous avez les indications pour voter en dessous, là. Hein. Vous allez sur CAFOR vote et vous identifiez 243. Les gens ont l'air moins motivés pour voter. Ok. Ah, eh oui. C'est normal. Donc celle-là, je la mets pour vous montrer que c'est important que les médecins sachent aussi monter et ce qu'on fait avec les machines. Parce que avec les infirmières, vous avez les infirmiers et les infirmières, ils vont être nouveaux, ils vont tourner dans le service, etc. Et donc, vous devez aussi savoir comment on fait pour monter les machines, ce qu'on utilise comme soluté à l'intérieur. Les solutés, c'est des médicaments. Ça va aller dans le patient, donc il faut connaître la composition des solutés. Voilà. Donc là, cet écran, c'est juste pour dire que la machine, elle va prendre en compte que le soluté qu'on lui met en réinjection contient 1,25 mmol par litre de calcium. Comme ils ne peuvent pas avoir du médicament captif, en citant le Foxylium, par exemple, ils sont obligés de dire la composition en calcium qui est attendue par la machine. Et le Foxylium, c'est 1,25 mmol par litre de calcium. Mais si vous mettez un autre, par exemple le Prismasol 2, là vous avez 1,75 mmol par litre de calcium. Donc la machine, elle sera perdue. Elle attend un soluté qui contient 1,25. C'est pour ça qu'il y avait cet écran. D'accord ? Donc vous devez connaître les compositions des solutés qui sont mis sur la machine. Parce que s'il y a une infirmière qui fait une erreur, ça va bordéliser complètement votre épuration extra-rénale. Et vous ne comprendrez pas ce qui se passe après. Donc faites attention à quand même vous intéresser un peu à comment ça se monte et ce qu'on utilise comme soluté sur les machines. Donc la pharmacie vous appelle, elle signale une rupture de stock de chlorure de calcium. Alors, vous utilisez donc du gluconate de calcium. On est toujours sur une dialyse au citrate, une épuration extra-rénale continue au citrate. Vous arrêtez l'épuration rénale au citrate et vous switchez vers l'héparine. Vous mettez le salé 0,9% à la place et continuez. Vous ajoutez du calcium dans le Foxylium. Aucune bonne réponse. Je vous laisse voter. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez aller sur le site. Il y a toujours que 14, il y en a qui ont peur, ils n'ont pas voté. On voit que vous êtes plus que 14. Ah oui, vous êtes plus que 14. On le voit, vous êtes plus que 14. Ah oui, tu vois, il y a 17 votes qui sont... Ok. Voici les résultats. Partagez. Partagez. Oui, partagez, effectivement. Bon, alors ça, c'est un truc qui va vous arriver de temps en temps, parce que moi, ça m'est arrivé. Ou alors, l'infirmière ou l'infirmier va se tromper en mettant du gluconate à la place du chlorure, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, le problème, c'est que le gluconate de calcium en France est fabriqué par plusieurs boîtes différentes et il n'a pas la même concentration entre les différents gluconates de calcium, et que vous êtes certainement incapable de savoir ce qu'il y a comme concentration de calcium dans les différents gluconates de calcium. Et en plus, ils sont 2 à 3 fois moins concentrés que le chlorure de calcium. Donc, la machine, elle est programmée pour avoir du chlorure de calcium. Et en France, le 1% a toujours la même concentration de calcium ionisé dans le chlorure de calcium, qui est 456 mmol par litre.
Alors, c'est pas la même chose dans d'autres pays, parce que nous, on a du dihydraté, on a du hexahydraté, ils ont du dihydraté, donc ils ont 600 et quelques millimoles par litre, eux. Mais en France, c'est toujours 456, donc la machine est programmée pour ça. Si vous mettez du gluconate à la place, vous n'avez pas la même concentration, donc la machine est perdue. Donc vous allez avoir des résultats de calcium qui vont être mauvais, et le patient va faire des hypocalcémies, puisque le gluconate est moins concentré. Donc on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est du chlorure et rien d'autre. Alors, là, vous branchez vous êtes au moment du branchement, là. Vous venez de brancher, et là, c'est l'hypotension artérielle. Comment rebondir? Donc, est-ce que vous suspectez une hypovolémie et vous réalisez un remplissage vasculaire? Vous pensez que c'est un trouble de la cinétique segmentaire lié au contact à l'hémofiltre? Donc, c'est une sorte de réaction liée à la contact hémofiltre-sang qui crée des troubles de la cinétique segmentaire, et vous prescrivez des inotropes. Vous pensez que c'est un pneumothorax compressif et vous faites une exsufflation côté du site de l'insertion du cathéter à l'aiguille. Vous pensez que c'est une vasodilatation, contact hémofiltre-sang, et vous prescrivez un vasopresseur. Vous pensez que c'est une embolie pulmonaire massive, décrochage du caillot au départ de l'épuration extra-rénale, et vous réalisez une thrombolyse. Allez-y, dépêchez-vous de voter. Ok. Ah. Donc vous pensez que c'est une hypovolémie. Donc là, on est dans la première minute du branchement. Normalement, donc il y a un priming en fait dans le circuit de dialyse. Donc à chaque fois que vous prenez du volume sanguin, vous allez redonner du volume qui va être du début de foxylium et tout ça. Donc votre volume de réinjection. Donc théoriquement, vous allez peut-être un peu diminuer la viscosité sanguine, mais encore, c'est des tout petits, parce que le débit, il est quand même pas de 3 litres à la minute, donc ça va être une toute petite partie du sang qui va être traitée dans les 2 premières minutes du branchement, et pourtant, c'est très fréquent de voir une hypotension artérielle à ce moment-là. Et en fait, le mécanisme qui est le plus probable de suspecter là, dans ce contexte, on vient de mettre le cathéter, hein, c'est un patient on vient de mettre le cathéter pour brancher la dialyse, donc si elle a déjà fait un caillot dessus, c'est quand même vraiment pas de chance. Donc c'est vrai qu'en première intention, ce qu'on pense, et c'est vrai pour toutes les mises en place de circulation extracorporelle, vous avez la même chose quand vous faites une CEC, ça crée de la vasodilatation. Donc là, le mécanisme le plus probable, ça reste une vasodilatation. Après, il faut quand même peut-être le confirmer en faisant un lever de jambe passif, parce que c'est toujours possible qu'il y ait une hypovolémie, mais le plus probable, ça reste une vasodilatation liée au contact avec l'hémofiltre. Alors ça existe, là, l'histoire des troubles de la cinétique segmentaire, ça a été décrit en dialyse et en hémodialyse intermittente et en épuration extra-rénale continue. Mais c'est rarement lié ça va rarement jusqu'à un choc cardiogénique. Alors, il y a juste un petit truc qu'il peut y avoir aussi, c'est quand vous branchez votre machine, vous avez le calcium ionisé qui est bloqué avec le citrate dans le circuit, qui va repartir vers le patient pour une partie, et qui va être métabolisé pour relibérer le citrate ionisé, le calcium ionisé dans le patient. Et il y a un petit temps de latence, parce qu'il n'est pas métabolisé immédiatement. Donc, il va falloir, au départ, quand on lance l'épuration extra-rénale, régler la supplémentation de calcium un peu plus haut que prévu. Si vous êtes sur l'hémofiltration, il va falloir mettre plutôt 110% que 100% de compensation. Si vous êtes sur une autre machine et que vous faites de la dialyse continue, il faudra plutôt régler à 2,3 millimoles par litre la compensation de calcium. Parce que là, le temps de latence fait qu'on a une hypocalcémie possible du patient juste après le branchement, le temps qu'il métabolise son citrate et qu'il libère le calcium ionisé. Et je vous rappelle que hypocalcémie égale hypotension, comme si on faisait du Loxène, un inhibiteur calcique. D'accord ? Donc, ça, régler la supplémentation calcium dans les premières demi-heures, par exemple, ou premières heures, un peu au-dessus de ce qui sera votre vitesse de croisière. Aussi, nous, ce qu'on a mis dans notre protocole, c'est de mettre 2 grammes de calcium avant le début de l'épuration extra-rénale. Oui, alors ça, c'est une possibilité aussi. Mais de toute façon, on ne peut pas brancher. Ouais. Voilà, on peut pas brancher si on n'a pas une calcémie ionisée qui est normale. Hein. Donc, avant de brancher, on regarde sa calcémie ionisée. Il faut qu'elle soit supérieure à 1,1. Et après, on peut brancher. Si ce n'est pas le cas, on rajoute du calcium tout de suite. Et c'est vrai que dès que vous avez une hypotension, par contre, bon là, c'est un peu tôt, mais
effectivement, enfin, sauf par le mécanisme que décrit Olivier, mais dès que vous avez une hypotension en dialyse, ça doit être vraiment sous-cortical. La plupart des gens sous-cortical, ce qu'ils font à 4h du matin quand on nous appelle, c'est dire « arrête les pertes ». Puis hop. Mais il faut vraiment dire « et contrôle la calcémie ionisée aussi ». Voilà, c'est l'autre truc qu'il faudra rajouter. Donc, contrôle gaz du sang 6 heures après le branchement. Donc, vous avez un pH à 7,28, des bicarb à 16, un calcium ionisé qui est à 1,15, et en post-filtre, vous avez un pH à 7,12 et une calciémie ionisée qui est à 0,15. Le ionogramme sanguin, vous retrouvez une calcémie à 2,2 mmol par litre. Et je vous ai mis un petit peu les normes, et puis je vous ai fait le ratio pour vous aider dans cette dure labeur. Et on vous pose cette question. Donc, vous donnez 250 ml de bicarb 4,2. Vous réduisez la dose de citrate à 3,2. Vous augmentez la compensation de calcium à 110%. Vous arrêtez immédiatement le citrate, mais poursuivez l'épuration extra-rénale sans anticoagulant. Vous diminuez le débissant à 150 ml minute. Vous pouvez voter. Très fort. Ah, pas mal. Pas mal. Alors, juste, vous augmentez la compensation de calcium à 110%? Non. On a une calcémie ionisée patient qui est à 1,15, donc c'est normal. D'accord? Donc, la compensation de calcium ne va servir qu'à contrôler la calcémie sanguine du patient. Et en revanche, la dose de citrate ne va servir qu'à contrôler la calcémie post-filtre dans la machine. Point. D'accord? Donc, si la calcémie, vous voulez changer la calcémie ionisée dans la machine, vous touchez la dose de citrate. Si vous voulez changer la calcémie sanguine du patient, vous touchez la supplémentation en calcium. Alors, maintenant, en fait, vous repartez de la chambre, et puis là, il y a un retournement lors d'une toilette. Le moniteur d'épuration extra-rénale arrête la pompe à sang à plusieurs reprises. Quel réglage prévient la thrombose du circuit? Et donc, c'est ce message-là que vous avez. Attention, entrée extrêmement négative, avec des pressions d'entrée à moins 349. Vous diminuez le débit sang, vous arrêtez la perte patient, vous arrêtez la post-dilution, vous arrêtez le dialysa, vous inversez les lignes. Vous pouvez voter. Vous êtes de plus en plus de votants. Oui, ça y est, il y en a qui se sont inscrits. Et c'est marrant, c'est bloqué à 14. Là. Oui, ouais, je pense que c'est ce qu'il dit. Donc, excellent. Donc, effectivement, en fait, là, la question, c'est quand on a ce problème de pression extrêmement négative, c'est que donc on a des arrêts incessants du filtre. Et si on continue le traitement, c'est-à-dire si on continue à concentrer le sang dans le filtre, on va favoriser la thrombose. Donc, il va falloir faire tout pour que on arrête de concentrer le sang dans le filtre. Donc comment on va arrêter? Donc en fait on va arrêter le traitement, donc on arrête la post-dilution. On peut laisser la prédilution parce que ça n'a pas d'effet sur la concentration en hémoglobine dans le filtre. Il faut arrêter la perte patient parce que la perte patient elle va concentrer l'hémoglobine dans le filtre bien entendu. Et puis il va falloir diminuer le débit sang pour diminuer ces pressions négatives et réamorcer la pompe. Mais il ne faut surtout pas diminuer le débit sang tout seul, ce qui pourrait être un réflexe, parce que c'est pareil, ça fait diminuer les pressions. Mais là, si vous laissez le traitement en poste et la perte patient, vous allez complètement concentrer, vous aurez un débit sang d'entrée qui sera plus faible et un traitement qui sera le même. Donc vous allez encore plus concentrer l'hémoglobine dans le filtre et vous allez aller vers le clogging ou vers la thrombose du filtre. Et donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas baisser le débit sang tout seul. Faut faire, l'urgence, c'est d'arrêter la perte patient et la post-dilution. Arrêter le dialysa, ça n'a pas d'influence, et inverser les lignes, c'était pas une bonne idée. Ça, c'est très important parce que ça va vous arriver régulièrement. Quand vous avez ce genre de choses, c'est obligatoirement un problème de cathéter qui dysfonctionne. Donc ça, il faut former vraiment les infirmières et les infirmiers à comprendre que quand il y a et puis tout le monde, quand il y a des entrées extrêmement négatives comme ça, qui se répètent, etc., c'est le cathé qui dysfonctionne. Soit sa splicature, soit ça tète la paroi, etc., etc. Donc, il faut se mettre en système de sécurité pour garder la machine vivante. Alors, il y a des machines qui le font toutes seules. Il y a un bouton, système de sécurité. Il y en a d'autres, il y a des astuces. On fait changer poche. Et puis, dans ce cas-là, ça arrête le traitement et puis on peut baisser le débit sang.
Mais globalement, il faut se mettre à 50 minutes de débissant. Voilà. Et après, arrêter tous les prélèvements, tous les traitements, pour laisser juste la pompe à sang tourner. Et en général, on récupère à ce moment-là l'efficacité du cathé. Si ce n'est pas le cas, il faut toujours un petit flex branché en dérivation qui permet de re-remplir la tubulure pour pouvoir faire repartir la machine, si vraiment la pompe à sang est bloquée parce que la tubulure est complètement écrasée. Et puis ensuite, on va rester à 50 minutes et on va vérifier le cathé, ce qui peut dysfonctionner. D'accord, le tripoter, aller regarder, et puis remonter le débissant doucement, voir si ça fonctionne bien, et là où ça peut coincer, etc. Voilà, et régler le problème. Donc des pressions négatives, l'idée vous signale donc toujours ces pressions négatives à moins de 200. Donc là, on va dire l'épisode aigu est passé, mais les pressions restent toujours très négatives. Quelle est la réponse vraie? Donc ça doit vous faire évoquer une hypovolémie, ça doit faire évoquer une thrombose de cathé, ça peut être pris en charge par une diminution des volumes de traitement si le patient le permet. Ça nécessite d'inverser les lignes. C'est évocateur d'une dysfonction de cathé. On a déjà un peu répondu. On a donné des indices, on va dire. Plusieurs bonnes réponses. Il n'y en a qu'une, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, on va regarder les réponses. Donc la fausse était bien nécessite d'inverser les lignes. En fait, c'est une dysfonction du cathéter qui peut être liée à une hypovolémie, puisque quand vous avez par exemple, je sais pas, vous l'avez mis en fémoral, et puis tout d'un coup votre veine iliaque ou votre veine cave va venir se collaber sur votre cathé, ça va faire des pressions négatives. C'est-à-dire que quand on va essayer d'aspirer sur quelque chose qui a collabé, ça génère des pressions très négatives. Donc ça peut être l'hypovolémie, effectivement, mais ça peut être aussi un cathé qui est bouché, thrombosé, ou qui est au contact de la paroi. Donc effectivement, parfois, juste en tournant, maintenant il y a des cathés où on peut faire 180 degrés sur le système de fixation. Parfois, ça permet de décoller le cathé, c'est des choses simples à faire. Et effectivement, pareil, si le patient a tendance à être un peu hypovolémique, si vous diminuez le traitement, vous allez générer des pressions. Enfin, du coup, vous pourrez baisser le débissant sans trop concentrer votre filtre. Et donc, vous aurez peut-être une dialyse qui tournera mieux. Alors, si vous tournez le cathé, parce qu'effectivement, c'est une technique, il faut d'abord avoir récupéré la pompe à sang qui tourne. Si vous êtes à moins 300 avec la pompe à sang bloquée, le cathé, et que là, vous tournez le cathé il est bloqué contre la veine, vous allez abîmer l'intima, la paroi interne de la veine. D'accord ? Vous allez créer de l'inflammation locale, ça va favoriser les caillots, etc. Donc, avant de tourner le cathé en entier, parce qu'effectivement, on peut le faire autour de la petite fixation, il faut d'abord avoir récupéré la pompe à sang à 50 minutes, tranquille, ça fonctionne, et là, on peut tourner son cathé. Et puis après, voir en augmentant le débissant si ça fonctionne toujours. Donc là, on a repris les recommandations des experts, la SRLS, FAR, GFRUP, SFD, qui disent en gros la même chose. Inversion des lignes. Pour régler le problème, l'IDE vous propose d'inverser les lignes. Quelles sont vos propositions? L'inversion des lignes peut augmenter l'efficacité de l'épuration extra-rénale. L'inversion des lignes en dialyse n'a pas de conséquences si le but de l'épuration extra-rénale est la perte de poids. L'inversion des lignes peut provoquer une embolie pulmonaire. L'inversion des lignes est pratique pour poursuivre une épuration extra-rénale qui fonctionne mal. L'inversion des lignes est moins bien avec le cathé en canon de fusil. Vous pouvez voter. Si vous avez des questions ou des interrogations, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous exprimer. Il y a un petit micro là-bas. N'hésitez pas. Alors, donc vous avez plutôt la bonne réponse. Donc effectivement, l'inversion des lignes, ça peut provoquer une embolie pulmonaire si c'est notamment dans un contexte de dysfonction de cathé, vous allez peut-être libérer le caillot puisque vous inversez le sens de circulation. Il était plutôt aspiré, puis là, il va être plutôt rejeté dans la circulation. Ça va plutôt diminuer l'efficacité de l'épuration extra-rénale puisqu'il y a un phénomène de recirculation, puisqu'on va aspirer on va aspirer le sang en amont de là où on va le rejeter, enfin en aval du coup. Et donc, on va re-aspirer du sang qui a déjà été traité. Donc, ça fait que c'est comme un circuit en vase clos. Donc, on va toujours traiter en partie le même sang. Donc, c'est ce qu'on appelle la recirculation. Et ça diminue l'efficacité de la dialyse. Alors, au début, on avait mis, ça n'a pas de conséquence si la perte de poids, si le but, c'est une perte de poids. Puis, finalement, en réfléchissant, on s'est dit que quand même, le risque,
c'est de plus hémoconcentrer votre sang, puisque vous avez du sang qui est hémoconcentré que vous allez rejeter dans votre circulation sanguine, et juste après, vous allez le refaire passer dans la machine, puisqu'il y a ce phénomène de recirculation. Donc théoriquement, il y a quand même vous allez quand même à augmenter l'hémoglobine post-filtre en faisant ce genre de choses. Et tu voulais dire un commentaire sur le caté en canon de fusil, Olivier? Oui, alors le caté en canon de fusil, à l'heure actuelle, c'est ce qui est recommandé partout, le caté en canon de fusil. Donc il faut arrêter les catés avec les petits trous sur les côtés, là. Il y a plein d'études qui ont montré que c'était la cata. Donc il faut des larges pores sur les côtés du caté, et l'idéal, c'est en canon de fusil avec les lumières intérieures qui sont dites en kidney shape, ou donc avec une grosse ouverture pour la voie artérielle et une plus petite ouverture pour la voie veineuse. C'est-à-dire pour avoir plus de possibilités pour pomper le sang, et c'est moins grave pour le rejeter. Et en canon de fusil, puisque comme on est dans une veine, si vous êtes en canon de fusil, vous allez pomper le sang par le bout qui est en bas, donc dans une veine avec le sang qui arrive dans ce sens-là, et puis vous allez rejeter le sang par le haut. Donc vous allez éviter de récupérer du sang qui a déjà été traité. Voilà. Donc le canon de fusil, c'est ce qui fonctionne le mieux, avec des gros ports. Et oui, du coup, juste parce que on a eu tous les accidents en opération extra-rénale, il faut faire très attention sur l'inversion des lignes. Si, comme sur cette image où vous aviez le calcium qui était branché directement sur la ligne veineuse ici, si vous inversez et c'est arrivé et qu'on mette le calcium du coup dans l'autre sens, bah là, ça marche beaucoup moins bien, forcément. L'anticoagulation régionale est mise en échec par cette stratégie. Et du coup, nous maintenant, on utilise ce cathéter avec une troisième voie pour l'administration de calcium. Oui, alors ça c'est très pratique. Il faut effectivement, il y a des cathéters maintenant qu'une voie centrale pour pouvoir mettre le calcium, donc ça c'est très bien. Quand il n'y a pas des tubulures avec le calcium directement implanté dans les tubulures, ce qui existe aussi sur certaines machines. Donc ça c'est le mieux. Après, donc l'inversion des lignes. Si votre caté a moins de 24 heures, que vous savez que vous allez changer potentiellement le caté dans 2 heures, etc., vous pouvez potentiellement inverser les lignes pour tenir 1 heure ou 2, avec un caté très récent. Si vous avez un caté qui commence à être à plus de 2 jours, 3 jours, le risque, c'est que ça dysfonctionne parce que vous avez un caillot flottant devant la ligne artérielle. Si vous inversez les lignes, vous allez balancer le caillot parce que vous allez le flusher dans la circulation générale. Donc, sur un caté de plus de 24 heures, on n'inverse pas les lignes. Sinon, on a un gros risque d'embolie pulmonaire. Donc maintenant, vous êtes à H24 du branchement, le patient est stable hémodynamiquement, la machine d'épuration extra-rénale fonctionne bien, en dialyse au citrate, sans problème depuis 24 heures. Vous avez décalé les bilans de contrôle toutes les 8 heures, le patient est toujours intubé et ventilé, et vous avez levé les sédations ce matin. Réglage, c'est toujours une membrane polysulfone, 200 minutes de débit 100, citrate concentré, vous êtes à 3,2, dialyse à 2000 ml/h, compensation calcique à 2,2 mmol par litre. Donc là, on est passé sur de la dialyse continue. Tout à l'heure, vous aviez l'hémofiltration, et là, c'est de la dialyse continue. Vous êtes... non, je ne sais pas, du coup, on s'embrouille. OK, donc contrôle gassif à 22 heures, 30 heures après le branchement de la dialyse continue, et voici les résultats. Donc vous avez un pH à 7,55, un bicar à 38, un calcium ionisé à 1,25. Et en post-filtre, vous avez 0,3 de calcium ionisé, pH 7,49, calcium total à 2,6. Donc le ratio calcium total sur calcium ionisé, là, il est à 2,08. Donc pour savoir ici, qui fait de la dialyse continue au citrate? D'accord. Et qui c'est qui fait de l'hémofiltration continue au citrate? Et donc les autres, vous n'utilisez pas de citrate? Qui c'est qui n'utilise pas de citrate? D'accord. Donc à H48 de la dialyse, donc vous augmentez le dialysa à 3 litres heure, vous réduisez la dose de citrate à 2,5 mmol par litre, vous augmentez la compensation calcium à 2,5 mmol par litre, vous arrêtez immédiatement le citrate, mais poursuivez l'épuration extra-rénale sans anticoagulant. Vous diminuez le débit 100 à 120 ml/minute. Ah.
C'est intéressant. Donc, vous réduisez la dose de citrate à 2,5 millimoles par litre. Donc, non. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que la dose de citrate ne sert qu'à régler la valeur du calcium ionisé machine, qu'il a est 0,3, et 0,3, c'est normal. Donc, on ne touche pas la dose de citrate. Ça ne sert à rien. D'accord? Alors, vous arrêtez immédiatement le citrate, mais poursuivez le R? Non, il n'y a pas de raison particulière. Et donc, effectivement, on augmente le dialysat et on baisse le débit sang. Vous êtes en alcalose métabolique, qui est due à la concentration ionique des poches qui est inadaptée. Quelle que soit la technique que vous utilisez, l'hémofiltration ou l'hémodialyse, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les concentrations ioniques des poches, soit parce qu'il y a trop de sodium, soit parce qu'il n'y a pas assez de chlore, vont amener à une différence entre le chlore et le sodium qui va augmenter. Et donc, si on augmente le différentiel chlore-sodium au-dessus de 35-40, vous savez que la normale pour le sodium, c'est 140 à peu près, et pour le chlore, c'est 100 millimoles par litre. Donc, le différentiel normal, c'est 40. Si vous augmentez ce différentiel, vous allez avoir une alcalose métabolique. Ce qui se passe quand vous avez du citrate, puisque en dialyse, en général, le citrate, c'est du citrate trisodique qui a plus de 400 millimoles de sodium en concentration de sodium, 400 millimoles par litre. Et si vous faites de l'hémofiltration, le citrate dilué, lui, il est hypochlorhémique à 86 millimoles par litre. Donc, dans les deux cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter le différentiel entre le sodium et le chlore. Selon Stewart, vous allez, à cause de ça, créer une alcalose métabolique. Donc, pour éviter ça, il va falloir jouer sur les réglages. Donc l'alcalose métabolique, ce n'est pas une course d'arrêt de la machine et du traitement de citrate, mais c'est rapidement, il va falloir changer les réglages. Je ne sais plus si on a mis une diapo après sur les réglages. On a mis quoi après? Ouais, on a mis ça, donc on va changer. Donc là, changer les réglages, ça veut dire qu'il y a deux choses à faire. Un, diminuer le débit sang. Comme votre volume de citrate, la dose que vous programmez, et qui va donc donner un volume, la dose que vous programmez, c'est du millimole par litre de sang. Donc, elle est obligatoirement liée à votre débit sang. Si vous avez un débit sang élevé, pour avoir la dose de citrate que vous avez demandé, vous allez avoir beaucoup de volume de citrate qui va aller dans le patient. Donc, vous allez créer le désordre ionique dont on a parlé, c'est-à-dire trop de sodium, pas assez de chlore. Donc, la première chose, c'est de baisser ce débit sang pour éviter d'aggraver votre alcalose métabolique. Si vous avez déjà l'alcalose métabolique qui est importante, pour corriger cette alcalose métabolique, là, il va falloir jouer sur le dialysat, ou si c'est de l'hémofiltration, sur les échanges, donc sur la réinjection, parce que là, il va falloir rétablir le différentiel normal entre le sodium et le chlore. Et en augmentant le dialysat ou en augmentant les échanges, on va, avec la réinjection ou avec le dialysat qui sont, eux, hyperchlorémiques, en général autour de 115, 116, et plutôt hyponatrémiques, en général autour de 132, 136, vous allez réduire le différentiel chlore-sodium en amenant du chlore et en éliminant du sodium. D'accord? Donc, pour éviter d'aggraver l'alcalose, on baisse le débit sang pour diminuer le volume de citrate qu'on amène aux patients. Et pour corriger l'alcalose qui est due à ce différentiel chlore-sodium inadapté, on augmente les échanges, soit par le dialysat, soit par la réinjection, puisque les solutés sont hyperchlorémiques, hyponatrémiques. C'est clair? Pour tous? Finalement, la patiente saigne. N'hésitez pas, hein, si ce n'est pas clair. C'est un ulcère, sur un ulcère duodénal. Donc vous faites une fibroscopie œsogastro-duodénale avec votre collègue gastro-entérologue qui fait une sclérose par adrénaline. Il y a 6 grammes d'hémoglobine, donc vous traitez, vous transfusez 3 CGR, 3 grammes de fibrinogène, 3 PFC sur les données du ROTEM. Et 30 minutes plus tard, vous contrôlez les gaz du sang et vous avez un calcium machine qui est à 0,26, un calcium patient à 0,92 et un pH à 7,34. Donc que faites-vous? Vous ne changez rien. Vous réduisez la dose de citrate à 3 millimoles par litre.
Vous augmentez la compensation de calcium, vous arrêtez immédiatement le citrate, mais poursuivez l'épuration extra-rénale sans anticoagulant, vous injectez 2 ampoules de gluconate de calcium. Ah, Ah oui, mais c'est normal, ils tombent tous toujours dans le piège. Bon, alors là, évidemment, c'est un piège parce que je vous ai bassiné depuis tout à l'heure en disant que pour gérer la concentration de calcium ionisé sur la machine, on devait bouger la concentration en citrate. Et là, vous augmentez la concentration de calcium pour le patient. Le problème, c'est que ici, on a une hypocalcémie ionisée de la machine et du patient parce qu'on a mis du citrate qui sont dans les globules rouges. Quand vous mettez une poche de globules rouges ou quand vous mettez du plasma ou des plaquettes, vous avez du citrate à l'intérieur pour éviter que ça coagule dans les poches. Donc il y a 4,3 millimoles par litre de citrate dans une poche de sang. Donc si vous amenez, donc ça vous le savez, quand vous faites une transfusion massive, vous amenez du calcium. Parce que votre sang va, par le citrate qui est à l'intérieur, bloquer votre calcium ionisé du patient. Donc là, vous amenez du sang de façon itérative et donc du citrate de façon itérative. Vous allez le corriger de la même façon, de façon itérative. C'est-à-dire vous allez juste injecter 2 ampoules de gluconate de calcium pour corriger cette hypocalcémie qui est passagère, puisque le citrate que vous avez amené par les poches de sang va lui-même être métabolisé et va libérer plus tard le calcium ionisé. Donc il faut juste traiter la petite hypocalcémie qui vient d'arriver là. Si vous tripotez la machine pour régler ce problème, vous augmentez la supplémentation en calcium pour corriger cette hypocalcémie patient. Effectivement, ça va la corriger. D'abord pas très vite, parce que ça met un peu de temps. Et surtout, une fois que ça va l'avoir corrigé et que le patient va métaboliser le citrate que vous avez amené avec les globules rouges, vous allez avoir une hypercalcémie qui va s'aggraver au cours du temps puisque vous avez augmenté la supplémentation de calcium sur une hypocalcémie aiguë itérative uniquement sur votre transfusion. Donc là, si vous avez un apport exogène de citrate dû à une transfusion, vous corrigez uniquement cet apport par une ampoule ou 2 de chlorure ou de gluconate de calcium. D'accord ? Vous ne touchez pas au réglage de la machine. Sinon, vous allez aller vers l'hypercalcémie plus tard. Finalement, le patient s'aggrave. Il devient instable hémodynamiquement avec une ordre qui monte jusqu'à 1 gamma kilominute. Il est intubé, ventilé, resédaté. La machine d'épuration extra-rénale fonctionne sans problème depuis 48 heures. Il présente un épisode d'hypocalcémie à 0,9 millimoles par litre. Vous augmentez la compensation à 120%. Contrôle des gaz du sang 2 heures après ces changements de compensation. Vous avez un pH à 7,25, un bicar à 14, un calcium ionisé à 0,9 millimoles par litre. Et en post-filtre, vous avez 0,25 millimoles de calcium ionisé. Le lactate est à 6 et le calcium total, donc le calcium, donc c'est la calcémie non ionisée, elle est à 2,3 millimoles par litre. Donc, petite aide cognitive, le calcium total sur calcium ionisé, il est à 2,55. La calcémie ionisée post-filtre, elle est normale. Et la calcémie ionisée patient, elle est fortement abaissée. Vous ne changez rien, vous réduisez la dose de citrate à 3 millimoles par litre, vous diminuez le débit sang à 120 millilitres minute, vous arrêtez immédiatement le citrate, mais poursuivez l'épuration extra-rénale sans anticoagulant, vous diminuez la compensation de calcium. Vous hésitez à voter pour celle-là? Oui, là, ça hésite. Patience aggrave, on a peur de le plier sur la décision qu'on va prendre. Ok, regardez la réponse. Ah bah voilà, il ne fallait pas hésiter. La moitié. Donc effectivement, là on est dans la partie obscure de l'anticoagulation au citrate, avec une accumulation de citrate qui induit une hypocalcémie ionisée patient et qui doit faire arrêter bien sûr l'anticoagulation au citrate. Parce que vous êtes, donc tout à l'heure c'était l'alcalose métabolique qui était liée à la surcharge sodique et la déplétion chlorée.
alors que là, vous êtes vraiment sur l'effet du citrate, qui est un acide et qui va donner cette acidose. Le syndrome d'accumulation, 1 à 3%, 33%. Donc, c'est associé à de la dysfonction hépatique et c'est associé à de la défaillance d'organes. C'est le fait que votre organisme ne peut plus métaboliser les complexes citrate-calcium qui fait qu'il va accumuler ce citrate. Et donc, un bon prédicteur, c'est le lactate ou le TP bas. Donc là, c'était un papier qui montrait que c'est même on peut même prendre en compte la dynamique du lactate. C'est-à-dire, si vous avez un lactate initialement à 3, vous branchez votre citrate, puis il monte à 5, et bien là, c'est très suspect en fait d'une accumulation de citrate. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est doser le citrate dans le patient, mais ça, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'on est toujours à faire le ratio des calcémies ionisées pour avoir une idée du pool de citrate qui est lié au calcium, puisque il y a une partie du calcium qui est liée à l'albumine, et ça, normalement, ça ne va pas changer au cours de votre réanimation. Par contre, si tout d'un coup, votre calcémie totale, elle augmente, alors que votre calcémie ionisée, par exemple, reste la même, c'est bien qu'il y a plus de citrate dans votre organisme. Donc, comme vous ne pouvez pas doser le citrate, vous utilisez toujours ce rapport. Et quand il devient supérieur à 2,5, c'est qu'on est dans l'accumulation. Donc, si vous êtes dans un contexte d'hyperlactatémie, nous, dans notre service, on a choisi de ne pas dialyser les patients au citrate quand ils ont plus de 4. Il y a des services qui le font, mais à ce moment-là, il faut bien monitorer le lactate. Si le lactate baisse, là, vous avez gagné, vous êtes sûr que ça va bien se passer. Par contre, si le lactate monte, là, c'est très suspect d'une accumulation de citrate. Il va falloir refaire des dosages de calcémie ionisée, calcémie totale pour essayer de le détecter. Donc ça, on avait revu. Donc là, c'est ce qui est symbolisé ici. Là, on voit le côté physiologique et puis ces complexes citrate-calcium qui vont augmenter avec un rapport calcémie ionisée sur calcémie totale qui va devenir supérieur à 2,5 quand on est dans un contexte d'accumulation de citrate. Bon, alors ça c'est important, il faut bien faire la différence entre l'alcalose qu'on a vu tout à l'heure, qui est due donc à un apport trop important d'un citrate qui est déséquilibré en ions, chlore-sodium, et qui est gérable en bougeant les réglages, et le syndrome d'accumulation de citrate qui ne va pas être gérable en tripotant les réglages de la machine. C'est pas possible. Le patient, son cycle de Krebs est planté, donc il ne peut pas métaboliser le citrate. Alors qu'il ne rentre pas par la même voie que le lactate dans le cycle de Krebs, puisque en fait, ce n'est pas le lactate qui rentre, c'est le pyruvate, je vous rappelle. Donc le pyruvate rentre dans le cycle de Krebs par une voie. S'il ne rentre pas, ça devient du lactate. Et en revanche, le citrate rentre par une autre voie dans le cycle de Krebs. Donc on sait que le cycle de Krebs, une des raisons pour l'augmentation du lactate, c'est que le cycle de Krebs ne fonctionne pas. Donc effectivement, quand le lactate va augmenter, ça va être un risque que ce soit un reflet du non-fonctionnement du cycle de Krebs et donc que le citrate ne pourra pas être métabolisé. S'il n'est pas métabolisé, il reste dans le patient et il bloque le calcium ionisé. Donc, première chose qui se passe, la machine ne sait pas que le citrate reste dans le patient et bloque le calcium ionisé. La machine, elle est programmée pour savoir le volume de complexe citrate-calcium qu'elle élimine dans l'effluent, à peu près 50%. Le volume de complexe citrate-calcium qui repart vers le patient. Et donc ça, elle considère que ça va redevenir du calcium ionisé. Et donc le patient va pouvoir s'en servir. Et on va supplémenter uniquement le citrate-calcium, et donc le calcium qui est parti dans l'effluent. Si le citrate n'est pas métabolisé, le calcium reste bloqué dans le patient. La machine ne le sait pas. Donc elle va continuer sur son rythme de croisière, c'est-à-dire qu'elle va composer ce qui est parti. Donc il manque 50% du calcium. Donc, première chose qui va se passer, c'est une hypotension. Hypocalcémie ionisée du patient, hypotension. Comme si on faisait du Loxène, c'est pareil. Donc, première chose qui doit alerter, patient stable, sous épuration citrate, hypotension inexpliquée. L'infirmière vous appelle, tiens, le patient machin, il baisse sa tension, c'est bizarre. Alerte, c'est pas normal. Contrôle calcémie. Hypocalcémie ionisée. Deuxième alerte. On se dit, ah, tiens, il était stable, pourquoi est-ce qu'il fait une hypocalcémie ionisée? Donc on compense, on augmente la supplémentation, on met une ampoule si vraiment c'est très bas, etc. Bon. Rebelote. Re-hypotension, re-hypocalcémie ionisée. Alors là, grosse alerte. C'est pas normal. D'accord? Donc là, vraiment, on doit évoquer le syndrome d'accumulation citrate. Si en plus le patient a un peu de lactate
etc. C'est ce qu'on doit absolument évoquer. Et là, on commence à regarder le rapport calcium total sur calcium ionisé. Donc ce rapport, il va augmenter au cours du temps si vous avez un syndrome d'accumulation en citrate. Puisque votre calcium ionisé, lui, il va plutôt avoir tendance à baisser, puisqu'on ne peut pas métaboliser, donc on ne peut pas récupérer celui qui est coincé avec le citrate. Et en revanche, sur le calcium total, vous voyez, qui représente tous les calciums, y compris celui qui est bloqué avec le citrate, va augmenter, puisqu'il s'accumule. D'accord ? Donc le rapport, ici, au cours du temps, va augmenter. Donc si vous avez hypotension, hypocalcémie, qui se répètent, et votre rapport qui est passé de 1,8 à 2,3, même s'il n'a pas atteint 2,5, vous êtes sûr que c'est un syndrome d'accumulation en citrate. Donc vous arrêtez. Si en plus il est monté au-dessus de 2,5, hein, encore moins de doute, vous arrêtez. Vous ne pourrez pas régler le problème avec des réglages. Donc vous arrêtez complètement et vous êtes sans anticoagulation ou avec de l'héparine. Là, il faut surtout pas arrêter l'épuration extra-rénale puisque ça va aider justement à enlever l'accumulation de citrate. Enfin, ça va épurer le citrate puisqu'il est très bien épuré. Donc il faut continuer la dialyse mais sans anticoagulation citrate. Voilà, puis on va en virer 50% à chaque passage. Parce que ça en élimine à peu près 50% du complexe. Ok ? C'est clair ? N'hésitez pas, hein, si ce n'est pas clair, hein, mais pour bien différencier alcalose, acidose, et puis syndrome d'accumulation et alcalose sur un trop grand apport de citrate. Ok ? Voilà, donc là, c'est pareil, un papier, une autre référence pour ce sujet. Donc là, on voulait aussi insister sur le problème de la mesure de la calcémie ionisée, où en fait, il faut donc être inférieur à 0,35 ou 0,4, 0,35. En fait, ça va dépendre un petit peu aussi de vos machines, de vos machines de mesure de la calcémie ionisée, pour avoir une anticoagulation qui est efficace. Donc là, on voit le temps de coagulation en fonction de la calcémie ionisée. Et on voit qu'il y a un effet on-off aux alentours de 0,4, 0,35. Et donc là, c'est le problème qu'on pose, c'est qu'il faut discuter, vous, quand vous créez votre protocole local, comment vous dosez le calcium, quelle est la fiabilité et est-ce que ça garantit bien un calcium ionisé dans le filtre qui est suffisant pour assurer l'anticoagulation. Alors ça, c'est important. Si tu reviens juste là, vous voyez que les machines, quelles qu'elles soient, sont à peu près toutes bonnes pour mesurer la calcémie patient. D'accord ? Vous voyez quand même qu'il y a de la variation interindividuelle. Hein. On va de 0,8 à 1,4 pour celles qui ne sont pas très précises. Là. Donc, attention quand même. Des fois, voilà, il peut y avoir des variations. Si vous avez un doute, vous recontrôlez. Mais vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les machines sur la calcémie ionisée machine. Il y en a qui la sous-évaluent, donc c'est les boîtes en bas, la bleue. Il y en a qui sous-évaluent, comme la Cobas. Et il y en a qui surévaluent nettement, comme la Prime. D'accord ? Et donc ça, quand vous fabriquez votre protocole, en fonction de votre machine à gaz du sang, vous n'allez pas mettre les mêmes niveaux de sécurité pour les infirmières. D'accord ? Si vous avez la Prime, vous voyez que pour une calcémie ionisée qui devrait être normalement aux alentours de 0,3, elle va afficher 0,5. Donc dans votre protocole, vous allez demander un calcium entre 0,55 et 0,4 par exemple. Voilà. Alors que si vous avez la GEM 4000, comme nous on a, là vous allez demander un calcium entre 0,25 et 0,4 parce qu'elle vous donne la bonne valeur de calcémie. Donc première chose, c'est on vérifie quelle machine on a comme gaz du sang et on fabrique son protocole en fonction de sa machine à gaz du sang, pour ce qui est de la limite du range pour le calcium ionisé machine. Deuxième chose, vous voyez les variations qu'il y a. Ça va aller de, même pour la Prime qui est quasiment la plus efficace de toutes, vous allez aller de 0,15 à 0,42 pour un même dosage qui normalement devrait être à 0,3. D'accord ? Donc, la machine coagule. Vous avez perdu le kit, etc. Vous ne comprenez pas parce que vous aviez un dosage qui avait l'air correct. Le contrôle ultime que vous pouvez faire, c'est garder votre tube ou votre seringue qui vous a servi à faire
votre calcium ionisé gaz du sang, puis vous la posez sur la paillasse. Et vous attendez 20 minutes. Soit ça coagule, et c'est donc que votre mesure est fausse. Vous avez plus de 0,4 ou plus de 0,5 millimoles par litre de calcium dans votre sang, même si la machine vous a affiché 0,3. C'est une erreur de mesure. Soit ça ne coagule pas, et donc vous aviez la bonne mesure, et si la machine s'est arrêtée pour thrombose, c'est peut-être qu'il y avait un autre problème. Il y a trop de fibrinogène, autres, et en fait ça s'est aggloméré plus qu'une vraie coagulation due à un mauvais réglage du calcium. D'accord ? Donc ça c'est un bon test. Test ultime, la seringue sur la paillasse. Ça coagule pas, vous savez tout de suite si vous aviez le bon calcium ionisé machine ou pas. On a déjà un peu parlé, donc là, ouais, toujours, on repart sur la même chose. Ça, c'était petit. Ouais, si, en fait, oui, je sais pas pourquoi ça arrive dans le mauvais sens, j'ai l'impression. Ah. Non, ça c'était juste pour parler de la fraction de filtration, mais je crois qu'on en reparle après. Bon, on reviendra sur cette diapo après si la question. Donc, changement de l'hémofiltre, l'IDE vous rappelle, car la machine sonne en pression haute et elle hésite à changer le filtre. Donc, une PTM supérieure à 300 est un argument pour changer le filtre. Une perte de charge de plus de 200 mm de mercure est un argument pour changer. Une augmentation de la perte de charge de plus de 30 mm de mercure en 4 heures est un argument pour changer. Diminuer le débit 100 permet de faire baisser les PTM et la perte de charge. Diminuer le débit 100 permet d'augmenter la durée de vie du filtre. On vous laisse voter. Là maintenant, c'est des pressions trop élevées. Ouais, donc effectivement, donc une PTM supérieure à 300, souvent les gens sont plutôt d'accord pour changer. Il n'y a pas de seuil vraiment défini dans la littérature, mais c'est souvent ça qui est choisi quand même. Une perte de charge à 200, ça fait quand même beaucoup. Une augmentation par contre de la perte de charge de plus de 30 mm de mercure en moins de 4 heures, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit gravé dans le marbre, mais c'est quelque chose qui voilà, bon, il y en a qui vont dire c'est 30, d'autres 40, d'autres 50, mais globalement, si ça augmente rapidement, c'est quand même en faveur d'une thrombose de votre filtre et probablement il va falloir changer si vous ne voulez pas perdre le sang qui constitue le circuit qui est dans le circuit. Diminuer le débit 100 permet de faire baisser les PTM et la perte de charge. Oui, donc c'est la loi de Poiseuille. Hein, c'est le débit, le débit fois les résistances, ça vous donne le delta de pression. Donc si vous diminuez le débit, à résistance égale, vous aurez une diminution du delta de pression, à la fois sur les PTM et à la fois sur la perte de charge. Donc ça, c'est juste de la physique, mais ça ne veut pas dire que vous avez amélioré votre filtre. Ça veut juste dire que vous avez réussi à faire baisser les pressions. Diminuer le débit de sang permet d'augmenter la durée de vie du filtre. Donc ça, c'est rarement le cas. Ça doit être associé à une diminution du traitement, parce que si vous diminuez le débit sang et que vous laissez le même traitement, certes, vous avez une baisse des pressions qui va être momentanée, mais vu que l'hémoglobine post-filtre va augmenter du fait que vous avez laissé le même traitement, vous allez vous retrouver avec un patient qui va avoir une durée de vie de filtre qui va être probablement plus basse. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment c'est fait. Donc, vous avez donc la pression transmembranaire, c'est la pression qu'on va mesurer entre l'intérieur des capillaires, si vous voulez, des capillaires qui constituent l'hémofiltre, et l'équivalent de la chambre urinaire, donc là où est récupéré le liquide ultrafiltré. Et alors que la perte de charge, c'est la différence de pression entre l'entrée de votre filtre et la sortie. OK ? Donc ces deux paramètres, la perte de charge, c'est typiquement l'augmentation de la perte de charge, elle va être liée à en fait, vous allez perdre des capillaires. Il y a un capillaire qui va thromboser, puis un autre, et du coup, vous aurez le même débit dans moins de capillaires, et du coup, les résistances seront plus élevées, la différence de pression va augmenter. Alors que souvent, les PTM, ça va être lié à un colmatage en fait, des fibres, qui petit à petit, donc c'est pas forcément lié que à des problèmes d'anticoagulation, parfois c'est des patients très inflammatoires, qui vont avoir des problèmes de PTM qui vont monter très vite parce qu'il y a ces protéines très inflammatoires, très, très chargées dans le sang, qui vont venir colmater en fait, chacune des fibres et participer à des PTM qui vont monter très vite.
Donc la fraction de filtration, quelle proposition est inexacte? La fraction de filtration est facilement utilisable en post-dilution isolée et prédit le clogging. La fraction de filtration doit être maintenue en dessous de 25% en cas de CVVH avec héparine. En cas de CVVH avec citrate, la fraction de filtration tolérée est plus élevée. Avec la formule classique, la fraction de filtration avec prédilution et la fraction de filtration augmente lorsque la prédilution augmente. L'hématocrite d'extrémité du filtre est un mauvais indicateur du risque de clogging de filtre. Il y a des trucs qu'on en a un peu parlé déjà. Peut-être des indices qu'on a... Oui, mais on va en reparler parce que c'est souvent pas très clair. Alors, n'hésitez pas à voter. On va voir. On vous sent hésitant. On va voir d'ailleurs si c'est clair. Il faut chercher la proposition qui est fausse. Ok, donc... bah c'était la fin, c'est la dernière. Donc effectivement, la proposition fausse, c'était la dernière. Donc l'hématocrite post-filtre, c'est un très bon... En fait, finalement, c'est ça, quand on calcule les fractions de filtration, c'est ça qu'on essaye de calculer. C'est en fait cette hémoglobine post-filtre, ça vous donne la concentration en hémoglobine à la fin de votre... Quand vous êtes plutôt sur la fin de votre filtre. Après le traitement, après la perte patient, après le fait que vous ayez enlevé toute votre réinjection, elle a été enlevée en amont pour pouvoir permettre la réinjection et garder le même volume de sang. Donc tout ça, ça va participer à concentrer votre sang dans le filtre. Et plus c'est concentré, on a dit, plus il y a un risque de clogging et donc de perte du filtre. Donc effectivement, l'hémoglobine post-filtre, c'était bien le meilleur représentant. Et donc les autres, donc la fraction de filtration est facilement utilisable en post-dilution isolée et prédit le clogging. Donc effectivement, en fait, la fraction de filtration, ça reflète l'hémoglobine post-filtre quand vous avez que de la post-dilution. Si vous mettez de la prédilution et que vous calculez une fraction de filtration, en fait, ça marche moins bien. La fraction de filtration doit être maintenue en dessous de 25% en cas de CVVH avec héparine, donc ça c'était vrai aussi. Et en fait, c'était la petite diapo qu'on vous avait montrée avant. Je vais revenir. C'était que en fait, en citrate, donc c'était un travail de Velli. Non, c'est qui il a fait ça? C'est Carole Hichet, Lionel Villiers et moi qui avons fait ça. On a récupéré 30 000 traitements sur des Prismaflex et on a regardé un petit peu les fractions de filtration et les arrêts de traitement dus à ce qu'on appelle une thrombose entre guillemets du filtre. Et on a vu que donc avec l'héparine, on a une relation linéaire. Plus la fraction de filtration augmente, plus la durée de vie des filtres diminue. Donc là, c'est clair. Il faut avoir une fraction de filtration très basse, donc en dessous de 25%, et idéalement aux alentours de 20%, pour avoir une bonne durée de vie des filtres. En revanche, avec le citrate, ça n'a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'on peut avoir 40% de fraction de filtration et la durée de vie des filtres va être la même, parce que le citrate empêche la précipitation des protéines et l'agglomération entre elles, puisqu'il faut quand même du calcium pour pouvoir faire ça, et donc s'il n'y a pas de calcium, c'est beaucoup plus difficile pour les protéines de s'agglomérer. Donc, même si la fraction de filtration est élevée, on arrive à avoir une machine qui continue à fonctionner et un filtre qui continue à durer. Donc ça, c'est important que vous fassiez bien les différences. Alors nous, en France, on dit thrombose, colmatage de la membrane. Les Américains ont deux termes, les anglo-saxons ont deux termes plus précis. Ils ont le clotting et le clogging. Donc le clotting, c'est une activation de la coagulation. Donc ça va amener de la coagulation dans la membrane et ça va boucher les capillaires. Donc ça va vous faire une augmentation de la perte de charge puisqu'il y a moins de capillaires perméables pour que le sang passe dans la membrane. Le clogging, c'est un tapissage des capillaires par les protéines qui s'agglomèrent et se collent sur les capillaires. Et ça va vous faire augmenter la pression transmembranaire, c'est-à-dire la difficulté pour le liquide de passer du sang vers les fluides, puisqu'il y a moins de pores de capillaire qui est perméable à ce transfert de liquide. D'accord ? Donc le clogging, par exemple, au cours du temps, vous allez avoir d'abord la pression transmembranaire qui va monter, et puis au fur et à mesure de l'agglomération de protéines, vous allez avoir les capillaires qui se bouchent, puis la perte de charge qui va monter derrière la PTM, et puis ensuite un arrêt complet, puisque le filtre va être bouché. D'accord ? Donc il faut essayer de bien avoir en tête ce qu'est la perte de charge, ce qu'est la PTM, et de regarder ce qui monte en premier pour savoir quel est le facteur déclenchant
de votre arrêt de fonctionnement correct du filtre. D'accord ? Ça, c'est important. Et alors, en sachant qu'il y a des critères biologiques qui font que, quoi que vous fassiez, vous allez avoir des soucis pour faire tourner votre machine. Le pire, c'est le fibrinogène. Le fibrinogène, c'est quand il monte au-dessus de 6 grammes, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire tourner votre machine. Quand il monte au-dessus de 8 grammes, jusqu'à 10 grammes, là, vous ne ferez pas tourner la machine. Vous allez épurer de la confiture. Voilà. Donc ça ne fonctionnera pas. On a tout essayé, on a mis des membranes côté en héparine, plus de l'héparine, plus du citrate. Ça ne fonctionne pas, c'est de la confiture. Donc vous savez que votre machine, elle tournera difficilement plus de 12 heures, parce que vous allez avoir tous les capillaires qui vont se boucher avec de la compote, et vous ne pouvez rien faire. Le fibrinogène au-dessus de 8 grammes, c'est ingérable. Voilà. Alors après, pour ce qui est du calcul de la fraction de filtration qu'on a fait pour donner les recommandations internationales, quand on a fait les recommandations internationales depuis longtemps, on utilise une seule formule de fraction de filtration qui est post-dilution plus pré-dilution plus perte patient sur débit 100 plus pré-dilution. Voilà. Ça, c'est la formule qu'on a utilisée pour donner les recommandations qui étaient de 25%, inférieur à 25% de fraction de filtration quand on est en héparine. Et donc, on peut monter jusqu'à 30-35% avec le citrate. Certaines machines donnent d'autres formules. Donc, après, on est perdu. Donc, n'utilisez que celle-là. D'accord ? Et on ne peut pas simplifier l'équation en enlevant la prédilution qui est au-dessus et en dessous de la fraction, puisque je vous rappelle que c'est du plus, c'est des maths de troisième. Je le dis parce que j'ai déjà fait... avec certains, notamment avec des industriels, des fois qui ne comprenaient pas. Je leur ai refait les calculs. C'est des plus, donc on ne peut pas simplifier. Ce n'est pas des multipliés. Donc la prédilution au-dessus et en dessous, on les garde. D'accord ? Voilà. Donc c'est cette formule-là qu'il faut utiliser et pas celle qui est sur la machine. Si elle utilise, par exemple, il y a des machines qui donnent avec l'hématocrit, etc. Mais il y a des différences de 10% par rapport à la formule qu'on a utilisée. Donc on n'utilise que la formule pré plus post plus perte patient sur débit 100 plus pré. Donc à propos du cathéter, l'injection de 10 ml de sang dans les deux lignes avant le branchement, donc en fait vous êtes avec une seringue, vous injectez 10 ml de sang en moins de 5 secondes, ça assure un débit suffisant. Le site jugulaire interne gauche est meilleur que le site fémoral pour la fonction du cathé. Le site jugulaire interne gauche est meilleur que le site fémoral pour le risque infectieux si le BMI est supérieur à 28. L'écoguinage n'apporte pas de bénéfice pour l'abord fémoral. Le site sous-clavier gauche doit être privilégié au site fémoral pour diminuer le risque d'infection et de dysfonction de cathé. Bravo à tous. Donc effectivement, l'injection de 10 ml de sang dans les deux lignes inférieures à 5 secondes, en fait, c'est un petit peu insuffisant parce que ça fait un débit de 60 ml minute. Non, j'ai bien dit. 5, 10. Ouais, c'est ça. Donc, il faudrait, il faudrait plutôt au moins 20 millilitres et en moins de 5 secondes pour assurer un débit sang correct en hémofiltration avec, par exemple, avec du citrate pour assurer un débit sang à 120, 130 millilitres minute. Le site jugulaire interne gauche est meilleur que le site fémoral pour la fonction du cathé, donc ça, c'est pas vrai. Le site jugulaire interne gauche est meilleur que le site fémoral pour le risque infectieux. Donc ça, c'est vrai, ça a été démontré sur des études cliniques. L'écoguinage, bien sûr, ça apporte un bénéfice. Ça, vous êtes tous convaincus. Bravo. Le site sous-clavier gauche doit être privilégié au site fémoral pour diminuer le risque d'infection, de dysfonction de cathé. Ça, c'était faux. Donc là, c'est pareil, c'est repris et justifié en fait, par les études qui soutiennent ça. Alors, pour les cathés, c'est important. Le site jugulaire interne droit et les sites fémoraux sont à peu près équivalents. Un petit peu mieux probablement pour le site jugulaire interne droit que pour les fémorales, mais
à peine mieux sur l'efficacité du dévissant, parce que c'est plus droit, ça va dans la veine cave sup, il y a moins de risque de piqûre du caté, donc un petit peu mieux. En sachant que quand les patients sont assis en spontané, c'est-à-dire pas intubé ventilé, régulièrement sur la ventilation, vous allez potentiellement avoir des catés qui vont se collaber ou qui vont se mettre sur la paroi s'ils ne sont pas vraiment à l'entrée de l'oreillette droite. Donc, jugulaire interne droit, sur un patient réveillé qui respire et qui est en semi-assis, ce n'est pas obligatoirement le mieux. Alors, d'un point de vue risque infectieux, le jugulaire interne droit et la fémorale, c'est pareil pour quasiment tous les patients. La salive, c'est aussi dégueulasse que le pipi caca. Donc, ce n'est pas les mêmes germes, mais c'est tout aussi crado. Donc, vous allez infecter les catés pareil. Les seuls pour qui ça change, c'est les BMI supérieurs à 28, mais surtout les obèses, gros, c'est-à-dire supérieurs à 30-35, qui, là, vont avoir des risques de champignons, de macération du caté, etc., plus importants en fémoral qu'en jugulaire. Voilà. Donc, chez ces patients obèses, c'est moins de risque infectieux quand même quand on le met en jugulaire. Alors, c'est toujours jugulaire interne droit et fémoral, ce sont les meilleurs sites. Le jugulaire interne gauche, c'est vraiment après si les 3 autres sites sont pris, parce qu'il y a une espèce de S anatomique qui fait que vous allez avoir une double courbure du caté avant d'arriver jusqu'à l'entrée de l'oreillette droite. Donc, vous allez diminuer votre débit dans le caté, dû à une diminution de la lumière interne par ces plicatures. Et puis après, il y a les sous-claves, qu'on fait vraiment en dernier, puisqu'il y a le défilé costoclaviculaire qui va réduire la plupart du temps votre lumière de caté. Et donc ça, c'est pas bon. Et il a été, dans une étude qui n'est pas terrible, enfin, il a été évoqué le fait qu'on augmente les sténoses sous-clavières. Et si votre patient a ensuite besoin d'une dialyse chronique et d'une fistule artério-veineuse, si vous avez une sténose ou une thrombose de la sous-clavière, les néphros sont furieux parce qu'ils ne pourront pas faire de fistule artério-veineuse sur ce bras-là. Donc ça ampute de 50% leur possibilité de faire des fistules. Voilà. Donc on évite vraiment au maximum du maximum les voies sous-clavières pour les catés d'épuration extra-rénale. Donc pression de retour trop négative. L'infirmière vous rappelle, parce qu'il y a la page 60 de la chambre 135 qui a la pression de retour qui lui semble anormale. Donc là, alors je vous demande beaucoup de sens de l'observation. Ici, vous voyez que la pression de retour, elle est à moins 56. Bizarre. Et là, il faut voir comment c'est branché. Donc, ça a l'air d'être branché sur une ECMO. Et là, ça a l'air d'être plutôt la ligne artérielle. Et là, la ligne. Et finalement, la perte de charge, elle a l'air bien. Hein, et les PTM, elles ont l'air pas mal. Et donc, oui, cette patiente choc cardiogénique réfractaire, une ECMO VA fémoro-fémorale et une épuration extra-rénale sont en place. Petite précision. Voilà, donc là, c'était pour être plus... Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous clampez la dialyse avec un arrêt immédiat du traitement de la CVH, vous clampez immédiatement l'ECMO et vous débutez un massage cardiaque externe, vous arrêtez le traitement et vous restituez la dialyse, vous ne faites rien. Bien. Ok. Donc, ouais, clamper la machine d'ECMO, donc ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qu'il faut faire quand vous débutez un massage cardiaque. C'est-à-dire que si le patient, si vous avez une thrombose de votre ECMO et que vous décidez de débuter un massage cardiaque parce que le patient est en arrêt circulatoire, il faut clamper la machine parce que sinon ça fait un shunt. Et du coup, vous allez pomper dans la machine d'ECMO si elle est toujours circulante. Donc, c'est ce qu'il faut faire, mais là, ce n'était pas le cas. Puis clamper la dialyse, je ne sais pas, on le fait jamais. Non. Donc voilà, donc là en fait tout va bien en fait. C'est juste qu'on a mis donc c'est un branchement qui est un peu particulier que nous on fait plus, mais qu'autrefois on faisait, donc on a pu prendre la photo. Où en fait le branchement de l'artère et de la veine du rein artificiel, sont branchés sur la ligne veineuse de l'ECMO. Donc à un endroit où les pressions qui règnent sont très négatives, puisqu'on est juste avant la pompe qui est ici, qui elle va générer des pressions négatives sur la ligne veineuse de l'ECMO. Et qui va permettre de générer une pression qui va permettre de vaincre le filtre, puis de restituer de la pression au patient avec un débit satisfaisant.
Donc, on a des pressions négatives, et donc forcément, la pression de retour, elle est négative, puisque les pressions qui règnent ici sont négatives. Mais le risque de brancher ici, c'est comme les pressions sont négatives, si vous faites la moindre erreur sur la manipulation des robinets, vous allez faire entrer du sang, n'importe quoi, vous allez faire entrer de l'air dans votre circuit d'ECMO, et ça peut désamorcer l'ECMO. Donc là, vous serez dans le deuxième cas où il faut clamper les lignes et commencer le massage cardiaque. Donc ça, nous, on a eu 2 fois l'accident. Et puis du coup, on a dit non, on arrête de brancher comme ça. Alors oui, nous on le branche entre voilà, ça c'est toutes les possibilités de branchement de l'épuration sur l'ECMO. Donc l'idéal c'est effectivement de le brancher ici, c'est-à-dire de part et d'autre du filtre en mettant la réinjection veineuse avant l'oxygénateur pour que si jamais il y a des bulles qui passent, elles se bloquent dans l'oxygénateur et elles ne partent pas directement dans le patient. Et là, comme on est après la pompe, on n'a pas de risque d'aspiration d'air et donc de désamorçage de l'ECMO. Donc, et il y a moins de turbulences en plus quand on se met là. Donc ça, c'est l'idéal. Et normalement, les pompistes peuvent mettre des systèmes de branchement spécifiques avec système anti-retour sur l'ECMO pour ce qui est du veineux et donc là qui passe correctement pour ce qui est de l'artériel et où on peut se brancher dessus direct. Donc ça c'est pas mal. Nous, normalement, maintenant tous les circuits, les circuits où on monitore les pressions, ils ont forcément une entrée ici et ici. Donc normalement vous pouvez toujours brancher votre dialyse comme ça. Parfois ça gêne le monitorage des pressions sur l'ECMO. Il faut stopper la dialyse pour avoir les vraies pressions qui règnent au niveau du fil de l'ECMO. Ça paraît un peu contre-intuitif, puisqu'en fait, on tourne à l'envers, donc il y a de la recirculation, mais le débit est tel que ça ne gêne pas trop. Et puis, effectivement, comme disait Olivier, ça empêche que s'il y a des petits caillots, des petites bulles d'air qui se créent dans la machine d'épuration extra-rénale, ils vont être bloqués par l'oxy, en fait, qui est pareil, des petites fibres, donc ça va pas permettre de passer là. L'interne du service vient voir, l'USIC veut transférer un patient de 75 ans qui a bénéficié d'une procédure TAVI dans un contexte d'insuffisance rénale péri-terminale. Il a une FEG à 35%. Voici ses pressions artérielles. Le patient présente une hypercalémie. Il est anurique avec des signes de détresse respiratoire aiguë. Il y a une fistule qui est confectionnée depuis 3 mois mais qui n'a jamais servi. Personne n'a piqué une FAV dans le service depuis plusieurs mois. Le pH est à 7,25, la calémie à 6, l'urée à 48, la créate à 734 et la natrémie à 135. Qu'est-ce qui vous paraît pas prudent comme stratégie? De poser un catédialyse, de faire une séance d'HDI plutôt que de CVVH, de mettre un débissant à 300 ml/min et un dialysat à 700 ml/min pour une durée de 5 heures, de faire une perte de poids de 3 kg sur la séance, de mettre une température de dialysat à 35 ou de mettre une conductivité du sodium à 145. Qu'est-ce qui ne vous paraît pas prudent? Qui fait de la dialyse intermittente? Pas beaucoup, d'accord. Donc les autres, ça ne va pas beaucoup vous parler. Ok. Ok. Une séance d'HDI plutôt que de CVVH. Ça vous paraissait pas prudent, ça? Ok. Et ça vous gênait pas les hauts débits de dialyse chez quelqu'un qui a... Donc il a 48 durées, c'est un insuffisance rénale chronique préterminale. On a préparé. Donc là, c'est vraiment typiquement le patient qui a. C'est pas l'insuffisance rénale aiguë qu'on traite habituellement en réa, c'est plus le patient qui a une insuffisance rénale chronique. Il est connu, suivi par les néphrologues. Ils ont pris le temps de confectionner une fistule artério-veineuse. Ils sont sur le point de le dialyser, mais ils attendent encore un peu parce qu'il n'y a pas de bénéfice de dialyse précoce chez les patients qui sont en insuffisance rénale chronique terminale. Donc on attend un peu le dernier moment. Et là, le dernier moment, il vient à la faveur juste après un TAVI. Donc il a de l'urée qui est à 48, peut-être il a un syndrome urémique, peut-être un petit péricarde, des choses comme ça, mais et là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas mettre un gros débit de traitement, parce que si vous faites
baisser l'urée très rapidement et les autres métabolites, il y a un risque de ce qu'on appelle un syndrome d'osmose inverse, où vous allez avoir en fait un œdème cérébral qui va être induit par la baisse trop rapide de l'urée. Et ça va vite. Hein. Moi, un périph' m'a appelé, ils avaient une petite maminette qui avait 1200 de créate, 90 d'urée, et ils nous disent faut vous la transférer, puisque nous, on ne peut pas s'en charger, etc. C'est compliqué. On leur dit d'accord, et puis ils me rappellent 6 heures après, on me dit finalement on ne transporte plus parce qu'elle est morte. On a voulu la dialyser pour la transporter et elle est passée en midriase bilatérale. Je dis oui, ça effectivement, ils avaient fait baisser de 90 à 50 l'urée. Et donc la maminette, elle a eu un cerveau qui a gonflé et elle est morte. Donc voilà, ils ont pris une initiative idiote. Donc ça, il faut faire très attention, mais ça va vite. Hein. Si vous passez de 48 à 20, œdème cérébral. Donc il faut faire baisser assez doucement l'urée quand même. Donc ouais, typiquement, vous allez partir plutôt à 300 minutes de dialysa, un débit sang plus faible et puis une durée plus courte pour la première séance. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de très long. Puis lui, surtout le problème, c'était surtout un problème d'OAP, donc il faut juste lui faire perdre un petit peu d'eau et pas de temps. Enfin, c'est pas trop le problème de dialyser. Donc effectivement, c'était plutôt la réponse, c'est la bonne réponse. 3 kilos sur la séance, c'est un patient, donc il est en OAP après son intervention. L'idée, c'était plutôt effectivement de lui faire perdre du poids. Le fait de mettre une température basse sur l'HDI, en fait, ça améliore la tolérance hémodynamique de l'HDI, donc c'était plutôt prudent. Et d'augmenter la conductivité du sodium, c'est pareil, ça va augmenter la stabilité hémodynamique en paire HDI. Et donc, en fait, vous pouvez monter jusqu'à 10 millimoles au-dessus de la natrémie de votre patient. Donc, s'il est à 135, vous pouvez mettre 145, ça va permettre d'avoir une meilleure stabilité hémodynamique pendant le truc. Et le poser un cathé dialyse, donc là c'était une fistule qui avait jamais été utilisée, donc elle était peut-être pas encore assez développée. Aller piquer là-dedans avec des gens qui sont inexpérimentés, vous risquez de l'abîmer, de faire thrombose, hémorragie, enfin ça peut être vite catastrophique. Donc là l'idée c'est si vous n'avez pas l'expérience et que c'est une fistule assez récente, il faut surtout pas aller s'aventurer à la piquer. Vraiment la gestion des fistules en réanimation, ça doit être quelque chose qui doit être très protocolisé et très prudent. Nous, juste avant qu'on vienne à la SFAR, il y a un patient qui a failli mourir encore chez nous et c'était une fistule, il était tout bien, tout calme et en fait il s'est déconnecté et il a un choc hémorragique sur le fait que la dialyse pompée. Donc souvent les infirmières elles sont moins formées que dans les centres de dialyse. Donc il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment entourer la pratique de l'hémodialyse intermittente sur fistule en réa, faire attention. Donc si vous avez le moindre doute, il vaut mieux poser un cathé et dialyser sur un cathé. Oui, la règle, c'est il n'y a normalement que les infirmières de dialyse habituées à piquer sur les fistules qui piquent sur les fistules. Hein. Donc comme vous en avez quasiment plus en réanimation des infirmières de dialyse, il ne faut pas que les infirmières piquent sur les fistules. Ça c'est sûr que c'est la cata. Donc on pose un cathé. Donc pour ce patient, vous considérez que c'est quoi la meilleure intensité d'HDI? Donc c'est 3 fois par semaine, de manière quotidienne si on souhaite faire baisser plus l'urée en cas de syndrome urémique, de manière quotidienne si le patient présente toujours des signes d'OAP, le patient sera probablement plus dialysé. Quelles vous semblent être les bonnes réponses? Finir pile à l'heure. Alors, bravo. Donc effectivement, donc le rythme, souvent on dit que plus vous allez prolonger, il y a des ions qui mettent plus de temps à s'équilibrer, comme l'urée. Donc si vous voulez les faire baisser plus vite, il va falloir faire des séances plus prolongées. Alors que, par exemple, pour l'OAP, ce qu'on conseille plutôt, c'est si vous avez une surcharge hydrosodée, vu que chaque séance peut ne pas être tolérée sur le plan hémodynamique, il faut plutôt augmenter le nombre de séances et faire perdre moins de poids à chaque fois, si votre but c'est de contrôler la prise de poids. Et effectivement, là, vu son état, il sera plutôt probablement plus redialysé. Et voilà, vous avez su rebondir extra-rénale qui avait mal tourné. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. Tout ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Oui, le micro, si tu veux.
Bonjour, est-ce que vous pouvez expliquer la perte de charge? La perte de charge, ouais. Donc c'est en fait donc c'est la différence de pression entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre. Alors, perte de charge, c'est donc la difficulté de l'écoulement du sang à travers la membrane. Et la pression transmembranaire, c'est la difficulté de sortir du liquide du capillaire vers les fluents. D'accord? C'est ça la différence. Donc, la perte de charge, c'est des capillaires qui se bouchent. Donc, le sang ne peut plus passer à travers la membrane, donc il est bloqué. Il ne peut plus passer dans la membrane. Donc, il est bloqué, il ne passe plus dans les capillaires. Donc là, ça va faire augmenter la perte de charge, puisqu'il y a une pompe à sang qui pousse pour faire rentrer le sang dans la membrane, et il ne peut plus rentrer dans la membrane. Il ne peut plus la traverser. D'accord? Donc ça fait monter la perte de charge. OK? Alors que la pression transmembranaire, c'est il y a une petite pompe qui aspire le liquide qui vient du sang dans le capillaire pour aller l'emmener dans les fluents. Et là, quand les pores des capillaires sont bouchés, c'est-à-dire que le liquide ne peut plus sortir, bien, la petite pompe, elle tourne, ça fait une pression négative, et donc là, ça augmente la pression transmembranaire. D'accord? C'est clair, ça? Voilà. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Est-ce que la cytolyse hépatique peut être juste la cytolyse, une contre-indication à l'utilisation du citrate? Alors, nous, dans notre expérience, dans ce qui est dans la littérature, c'était toujours l'insuffisance hépatocellulaire qui était citée pour la contre-indication au citrate. En fait, dans notre expérience et dans ce qui sort de plus en plus, l'atteinte hépatique n'est pas véritablement une contre-indication à l'utilisation du citrate. Il y a même des équipes qui ont fait de l'épuration au citrate sur des patients en anépathie, en attente de greffe. Donc 100 fois du tout, 0 fois. La métabolisation du citrate, elle est à peu près de 60% par le foie, mais elles peuvent être faites par le muscle, le rein, le cerveau. Donc ce qui va vraiment bloquer la métabolisation du citrate et ce qui va vraiment être une contre-indication, c'est l'arrêt du cycle de Krebs, donc c'est la dysoxytissulaire, c'est le gros choc avec l'hyperlactatémie. Voilà. L'insuffisance hépatocellulaire, en général, si elle est isolée, on va quand même pouvoir faire du citrate. Il faut juste avoir une équipe expérimentée et bien surveillée. C'est-à-dire vraiment bien attentif, moindre hypotension, moindre hypocalcémie, on fait gaffe. Voilà. Si la dysfonction hépatique est associée à d'autres dysfonctions d'organes, alors là, oui, on va avoir un gros risque de syndrome d'accumulation de citrate parce qu'il n'y a pas les autres voies de métabolisation qui existent. Voilà. Donc la vraiment grosse contre-indication, c'est le choc dysoxytissulaire, arrêt du cycle de Krebs, ça oui, et l'hyperlactatémie. L'insuffisance hépatique, avec juste une cytolyse par exemple, non, en général, ce n'est pas une contre-indication, mais il faut une équipe entraînée et qu'elle sache bien surveiller pour éviter les complications. Oui. L'hyperlactatémie dans l'accumulation de citrate, elle est juste témoin justement du cycle de Krebs qui dysfonctionne, et c'est pas lié, c'est pas parce que le citrate s'accumule que ça fait une hyperlactatémie. Non, juste, donc je rappelle le cycle de Krebs, le pyruvate rentre par le cycle de Krebs, et si jamais il ne peut pas rentrer, il est switché vers du lactate. D'accord? Donc le cycle de Krebs dysfonctionne, c'est une des causes d'augmentation du lactate par le switch du pyruvate vers le lactate. D'accord? Là, le citrate rentre par une autre voie. Et donc, en fait, le marqueur d'arrêt du cycle de Krebs, qui est l'augmentation du lactate, eh bien, c'est juste que ça montre que dans le même temps, le citrate rentre pas dans le cycle de Krebs non plus, puisqu'il est arrêté, donc il monte. C'est une corrélation. Mais en revanche, l'augmentation du citrate ne crée pas d'augmentation du lactate. Ça n'a rien à voir. Si le cycle de Krebs fonctionne et qu'il y a une accumulation pour une autre cause, ça ne va pas faire monter le lactate. Et si le lactate monte pour une autre cause, ce ne sera pas un reflet de l'absence de métabolisation du citrate et de l'absence de fonctionnement du cycle de Krebs. Donc c'est juste un marqueur. Dans la plupart du temps, si le patient est en choc, l'hyperlactatémie est liée à un arrêt du cycle de Krebs. Donc c'est un marqueur de l'arrêt du cycle de Krebs, donc on sait que le citrate ne sera pas métabolisé. Mais attention, il peut y avoir d'autres causes d'augmentation du lactate qui ne soient pas l'état de choc avec la dysoxytissulaire. Vous avez une hyperglycémie de stress, par exemple, avec la mise en jeu d'une glycolyse importante, beaucoup de pyruvate qui surpasse les capacités de métabolisation par le cycle de Krebs. Vous allez avoir une augmentation du lactate dans ce cas-là par un switch du pyruvate qui étant trop abondant pour le cycle de Krebs. Mais ce n'est pas pour ça que le citrate qui rentre par une autre voie ne sera pas obligatoirement pris en charge. D'accord ?
Donc voilà, il faut faire attention. L'hyperlactatémie uniquement dans le reflet d'un arrêt du cycle de Krebs, pas dans d'autres causes. C'est clair? 10 heures. Pas d'autres questions? Eh bien, vous pouvez aller à la pause de 10 heures. Merci à tous. Merci. Bonne fin de congrès.